Le théâtre. Chantier de construction. Avec une immense force de vie. Un rôle, c'est une architecture. Avec ses fondations plus ou moins fragiles. Jouer, c'est bâtir. Trouver le bon espace. Édifier des racines. Ce travail n'est possible qu'à plusieurs. Le théâtre est un lieu de partage avant tout. Le jeu, c'est s'emparer de soi. Devenir soi-même à travers les autres. Cette aventure est une chance. Aujourd'hui, revenir à mes débuts. Les débuts du début. L'enfance. L'adolescence. La formation. Puis, l'entrée dans le métier. Métier de patience et de passion. Pourquoi ce chemin plutôt qu'un autre? Où mène-t-il pour nous solliciter si fort? Et ce chemin nous a conduit à un pays qui n'avait que son souffle. Pour escalader l'avenir. Allez, Madame Blanc. Poussez, Madame. On y est presque. On voit la tête. Attendez, fort. Cinq enfants. Une tribu. Les petits blancs. Je suis le numéro 4. L'enfance est joyeuse, joueuse. Mon frère est mon compagnon d'histoire et notre préférée est celle-ci. Nous sommes deux clochards très pauvres. Et nous faisons la manche. Nous traînons une vieille poussette. On s'entasse tous nos trésors. Voiture, pantoufles, vieux chiffons. Et Rosalie, la poupée. À la fin des années 1950, il y a encore beaucoup de pauvreté. L'après-guerre n'est pas si loin. Et puis tout change. C'est brutal. Moi qui étais en 6e et qui marchais bien à l'école, une scarlatine m'a soignée et m'oblige à rester clouée au lit pendant 2 mois. J'étais capitaine de l'équipe de volley et le sport me devient interdit. Albuminerie excessive, impossibilité d'avoir des enfants plus tard, nombreuses piqûres de pénicilline, pas de sel, pas de viande. Je découvre la vraie souffrance, la douleur physique, à en hurler. Je sors de l'enfance, je me mets alors à lire et à écouter de la musique, tristesse et solitude, passion pour la chanteuse Barbara. C'est alors que je parviens à convaincre ma mère de prendre des cours d'art dramatique pour soigner ma timidité excessive. Je descends la pente de la Croix-Rousse, angoissée, stressée, mais avec une excitation certaine. J'arrive, je connais absolument personne. Je décide de me terrer dans le noir, de me fondre dans l'obscurité des murs, mais rien à faire, je suis déjà repérée. Alors, il y a des nouveaux aujourd'hui? Janine a la voix qui porte. Elle possède une énergie hors du commun. Toi, horreur, elle me voit. Je ne t'ai jamais vu ici. Allez, monte sur scène. T'es qui? Alors là, je confirme, je suis écarlate, oreille comprise, je balbutie quelques mots. Parfait. Tu vas me travailler le jour Madame Franck. Tu me passeras ta scène jeudi prochain. Je choisis une scène avec la mère. Je m'identifie beaucoup à l'héroïne, à sa famille. Je me représente la guerre, l'horreur. Je vois son courage, sa cachette. La semaine d'après, je passe avec une réplique. J'y crois, je suis dans le truc. Est-ce que je pleure? Je ne me souviens même plus. Mais Janine, visiblement bouleversée, entend de me dire: Eh bien, ma petite, tu vas dire à tes parents que tu as des études et que tu présentes le conservatoire de Lyon. Les autres élèves s'agitent. C'est la première fois que la prof dit une chose pareille. C'est incroyable. Je cours jusqu'à la maison. C'est une joie intense, une ivresse totale. J'arrive, essouffle le repas du soir. La famille dîne déjà. Je m'assois, le père boude. Mauvaise journée, assurément. Mais je n'y tiens plus. Je raconte vite, mal peut-être, mais je soigne la chute qui va faire son effet. Enfin, sûrement. Parce que le père, sans même me regarder, répond: Si c'est ça, je veux prendre la voie tout de suite. Frère et sœur se figent et le repas se termine dans un épais silence. Je quitte Lyon malgré tout et l'arrivée à Paris se fait un soir d'automne 1976. Il pleut, le métro m'effraie. J'ai un petit plan de la ville et je marche de gare de Lyon à gare de l'Est, transportant ma grosse valise. C'est sinistre, il fait nuit noire, froid, il est 22h et personne dans les rues. Alors c'est ça Paris? La vitesse, les voitures à vive allure, les klaxons, quelle violence! Sur les trottoirs, quelques silhouettes
jouait tête baissée, il renfrognait. Quelle tristesse. Et si j'accomplissais ce vieux rêve d'il y a 3 ou 4 ans, en essayant à nouveau d'apprendre à jouer? Je cherche des adresses de cours et je tombe sur celui de Charles Dulin, lequel se situe rue Rambuteau. De petits, sombres, 2 professeurs y officient, Charles Charras et Yves Pierre Boulle. Tous les deux sont austères, graves, ils semblent endeuillés par la nuit des temps. Pourtant, ils vont m'enseigner quelques règles élémentaires du jeu, simples et précieuses. Règle numéro 1. Se faire entendre. Règle de politesse. Règle numéro 2. Savoir observer et imiter. Règle d'authenticité. Règle numéro 3. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Dans quel état suis-je? Règle de vérité. Règle numéro 4. Qu'est-ce que je fais ici? Règle du présent. Présent. Règle numéro 5. Sincérité et justesse. C'est le personnage qui doit être sincère. Règle de contrôle. Mais je trouve l'atmosphère triste, comme si le fantôme de Dulin errait partout. Je m'y sens très mal, à l'aise. Je n'y reste pas longtemps. J'ai enfin trouvé le cours qu'il me faut. Mais le rêve vire au cauchemar. La nouvelle vient d'arriver. Alors, je me passe quoi? Je me lève, je bafouille. Ce n'est pas une scène, c'est un poème de Jacques Prévert. Dans ma maison. J'ai des sabots en vernis rouge. Avant même que j'ouvre la bouche, le public des élèves se moque et rigole déjà. J'enlève mes sabots pour être pieds nus sur scène. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déshabilles? Les rires redoublent. La salle semble déchaînée. Non, c'est juste que c'est un poème que j'ai travaillé en expression corporelle. J'ai tourné pieds nus. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis rentrée comme ça, un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Mais personne n'est venu. Tout le monde est écroulé de rire. Impossible pour François Florent de tenir sa place tranquille. C'est dans un joyeux bordel que j'achève ma poésie. Et tous les jours, je vous ai attendu. Je suis au bord des larmes, blessé, humilié. Je n'imaginais pas être comique. C'est une découverte, un gigantesque vide. J'ai envie de fuir, de courir me cacher et ne plus jamais revenir. Je récupère mes sabots sous les colibés, et alors qu'une autre scène va s'enchaîner, François Florent lance à la cantonade. Tu travailleras la scène de la mort de la jeune fille Violaine, de Paul Claudel, et la jeune dame de Peggy, évidemment, avec les cheveux courts. Voilà, on s'y met là. Ça approche. Nous travaillons les scènes en dehors de l'école, toujours sous le pont Marie en bord de Seine. L'une de ces voûtes abrite toutes nos colères, nos rages, nos fous rires, nos tristesses. On peut hurler tout ce qu'on veut. Avec la circulation des voitures et les bateaux de tourisme, personne ne nous entend. Nous y sommes, jour et nuit. Ce sera mon premier chantier. Ouais, puis pendant ce temps-là, moi j'échoue à tous mes castings. Télé, cinéma, théâtre. C'est désolant. On veut vraiment pas de moi dans ce métier. Et si on montait une cale pour une compagnie? Une compagnie? Pourquoi pas? On pourrait s'appeler les Turlupins. Et on ferait une farce médiévale? Avec plaisir. Ok, super, je m'occupe des costumes. J'appelle les mairies. Ok, qui fait les décors? Mais moi je suis où des fils. Certains passent des castings, d'autres ont déjà trouvé des rôles. Et pour moi, rien. Jusqu'à ce jour de décembre où je reçois un message sur mon répondeur. Une voix plutôt timide et douce. Oui, bonjour, c'est Patrice Chéreau. Voilà, je vous contacte car j'aimerais vous rencontrer. Alors ce serait vendredi dans l'après-midi, rue de Brac, dans le 3e arrondissement. J'en reviens pas. C'est tellement incroyable que Pierre Bromont est obligé de m'appeler pour me confirmer que c'est bien vrai. Comment tenir jusqu'à vendredi? J'ai le cœur remonté jusque dans ma glotte. C'est le moment. Le jour arrive.
que j'entends d'abord, c'est un pas, une énergie, puis un corps, tout en air et en muscles. Tu veux un café? Le moment. Il revient. Pendant ça là, 2 heures. Pendant 2 heures, il me parle de son projet, mais totalement fou. J'aimerais monter Peer Gynt. Tu sais, ce conte écrit par Henrik Ibsen au 19e siècle. Je vois déjà la scène. Un seul comédien pour jouer Peer Gynt. Une vingtaine pour tous les autres rôles. 8 heures de spectacle au total. Il me propose plusieurs petits rôles frôlant la figuration. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Mais vous n'avez pas encore eu le texte. C'est pas grave, c'est oui, mais je suis d'accord. Allez, on y va. Et le lendemain de la première lecture, nous sommes convoqués par petits groupes. Patrice Chéreau nous dirige déjà. Je n'ai jamais fait de travail à la table. J'apprends. Il propose, il suggère, il invente, il cherche. Il beaucoup. C'est un rire furieux, endiablé, enragé, déchaîné. En contrepartie, il exige du répondant. Même assis, même dans nos bâtiments de ville, Patrice Chéreau veut qu'on s'engage. S'engager dans la lecture, c'est prendre des risques. Frôler le ridicule, s'exposer déjà. Oublier toute pudeur ou timidité, ne pas se planquer. Écouter toujours beaucoup son partenaire, saisir son regard, l'affronter. Ne pas oublier les répliques de ce texte fleuve. Je suis mutique, silencieuse, tellement anxieuse. Complexée, vous ai-je confié. Je ne veux pas perdre une miette de ce que dit Chéreau. Déjà si inspiré et si actif. 3 semaines avant la première, la magie se produit. Tout s'emboîte parfaitement. La lumière, les décors, les montagnes de Norvège, la ville de Futiker, c'est exceptionnel. La première a lieu le 6 mai 1981. Gérard Desartes est extraordinaire de bout en bout. C'est extraordinaire, c'est un total phénomène. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question bien souvent posée. Quelle a été ma première fois au théâtre? La première fois que j'ai fait du théâtre, j'étais terrifiée à l'idée de l'audition. Timide, recroquevillée sur moi-même, j'ai balbutié le texte que j'avais appris. Miracle, le lendemain, lorsque j'ai découvert que j'avais été sélectionnée. Premier cours de théâtre, enjoué, je découvre notre futur spectacle, le bourgeois gentilhomme, revisité avec 4 rôles ajoutés dont le mien. Heureuse au premier abord, je déchante lorsqu'on nous apprend qu'il faut rester sur l'avant-scène tout au long de la pièce. Participant aux activités annexes, je dois jongler sans cesse entre mes différents devoirs de comédienne, danseuse et chanteuse. Le jour de la restitution, le trac me submerge. Premier coup de projecteur, je ne peux plus reculer. Le stress s'estompe, je revis. Fin de représentation, fin de l'année. Tant de tristesse et de manque à venir. Alors Evie, est-ce qu'il y aurait un échec en théâtre dont tu te rappelles? Alors, il y a un échec dont je me souviens très bien, mais il était plus collectif que personnel. C'était quand j'étais plus jeune, je faisais du théâtre hors scolaire, et on était 20 au moins. On était un groupe de 20, et en fait, le jour de la restitution au théâtre de Calais, on s'est retrouvés à 3 à devoir jouer toute la pièce. Donc pendant 3 semaines, j'ai dû apprendre tous les textes des autres. C'était un enfer.
Alors, pour ma part, j'ai une révélation théâtrale et en fait c'était à la chorale de mon collège en 6e où je tenais le rôle d'une esclave pour l'occasion. Et donc j'étais sur scène, j'étais à l'avant-scène et on était sur un chant qui m'avait particulièrement émue. Et du coup je me souviens, j'avais vraiment les projets devant les yeux, je regardais le public et j'étais en train de pleurer sur scène, voilà. J'arrive au rendez-vous avec Jean-Pierre Vincent en ayant lu Le mariage de Figaro. Il commence à me parler du projet. Ça a l'air magnifique. Je suis persuadée, en entrant dans son bureau, qu'il m'a sollicité pour jouer le rôle de la comtesse. Je tombe des nues lorsqu'il me demande d'interpréter Suzanne. Je ris, mais intérieurement, je suis triste. J'aurais aimé jouer un grand rôle tragique. Le mariage de Figaro en moins de 2 minutes. Le but, c'est que Figaro épouse Suzanne, d'où le mariage de Figaro. Le problème, c'est que le comte Almaviva souhaite exercer son droit de cuissage sur Suzanne. En clair, il souhaite profiter d'elle. Suzanne tente d'alerter Figaro, mais il est trop occupé à mesurer tout ce qu'il croise. La comtesse, qui n'aime pas vraiment l'idée que le comte fasse des avances à une autre, monte un plan contre lui avec Suzanne. Finalement, grâce à leur plan, le comte retombe amoureux de la comtesse et Suzanne peut épouser Figaro. Quelle folle journée! 19 pieds sur 26. Tiens Figaro, voilà mon chapeau. Les trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille et tout. Le matin de noces, à l'œil amoureux d'un époux. Mais que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde ma petite Suzanne si ce beau lit que monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore? Elle me déplaît. On dit une raison. Et si je n'en veux pas dire? Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des 2 appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté, zeste, en 2 pas, te voilà chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien, crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il à ma porte et crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces belles paroles? Faudrait m'écouter bien tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Il y a, mon ami, que las de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne. Entends-tu? Qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant le sou. Basile. Oh, mon mignon. Si jamais voler de bois vert sur une échine a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un. Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas y croire. On a tort. Apprends que le Seigneur essaye d'obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste? Je le sais tellement que, si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit abominable, jamais je ne t'eusse marié dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent.
Et c'est de ta fiancée qui veut la racheter aujourd'hui en secret. Oh, ma tête s'anolie de surprise et mon front fertilisé. Ne le prends donc pas. Quel danger? Et s'il venait un petit bouton? Des gens si pasticieux. Ah, tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur et de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son orge. De l'intrigue et de l'argent? Te voilà dans l'aspect. Conte-moi tout dans les plus grands détails. Je n'ai rien à cacher, madame. Quoi? Il voulait te séduire? Oh que non, il ne met pas tant de façon avec sa servante. Il voulait m'acheter. Et le petit page était présent? C'est-à-dire, caché derrière le grand fauteuil, il venait me prier de vous demander sa grâce. Pourquoi ne pas s'adresser à moi directement? L'aurais-je refusé, Susan? C'est ce que j'ai dit, mais c'est regret de partir, et surtout de quitter madame. Oh, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. Quoi? Ai-je cette terre-là, Susan? Moi qui l'ai toujours protégée. Puis, il a vu votre petit ruban de nuit que je tenais. Il s'est jeté dessus. Mon ruban, quelle enfance! J'ai voulu le lui ôter, madame, mais c'était un lion. Ses yeux brillaient. Tu ne l'auras qu'avec ma vie, disait-il, en pensant à sa petite voix de ségrène. Eh bien, Susan? Eh bien, madame, est-ce qu'on peut bien faire finir ce petit démon-là? Ma marraine par ici, je voudrais bien par l'autre. Et parce qu'il n'oserait seulement baiser la robe de madame. Il voudrait toujours m'embrasser, moi. Laissons ces folies. Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire que si je ne voulais l'entendre, il protégerait Marceline. Il ne m'aime plus du tout. Pourquoi tant de jalousie? Comme tous les maris, ma chère, uniquement par orgueil. Ah, je l'ai trop aimé. Je l'ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour. Voilà mon seul tort avec lui. Mais je n'entends pas que cet honnête aveu te nuise. Tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous y aider, viendra-t-il? Dès qu'il verra partir la chasse. Une chanoine ici? C'est que madame parle et marche avec action. Sur cette constance à me fuir, les autres sont incoupables. Oh, voilà monseigneur. Traversant le grand potager à cheval, suivi de Pédri, avec 2, 3, 4 lévriers. Nous avons encore du temps devant nous. On frappe à la porte. Oh, c'est mon Figaro, c'est mon Figaro! Monseigneur, pardon, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Vous êtes en colère? Vous voulez quelque chose, apparemment? C'est que ma maîtresse a ses vapeurs. J'accourais donc vous prier de nous prêter votre flacon d'éther. Je lui aurais rapporté dans l'instant. Non, non. Gardez-le pour vous-même. Il ne tardera pas à vous être utile. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs, donc? C'est un mal de condition qu'on ne se donne que dans les boudoirs. Ah, une fiancée bien éprise et qui perd son futur. En payant Marceline avec la dot que vous m'avez promise? Que je vous ai promise? Que je vous ai promise? Moi? Oui, monseigneur, j'ai cru vous l'entendre aussi. Oui. Si vous consentiez à m'entendre vous-même. N'est-ce pas de mon devoir d'écouter son excellence? Mon corps, mes choix, mes droits. Mon corps, mes choix, mes droits. Mon corps, mes choix, mes droits. Sans oui, c'est non. Jean-Pierre, tenez à ce que l'on perçoive un réel danger physique. Que l'on craigne que le comte viole mon personnage. Mon corps, mes choix, mes droits. Et n'est-ce pas de mon devoir d'écouter son excellence?
Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l'avoir pas dit plus tôt? N'est-il jamais trop tard pour dire la vérité? Tu te rendrais sur la brune au jardin? Est-ce que je n'y rends pas déjà tous les soirs? Elle a raison, je l'oubliais. Mais pourquoi ce refus obstiné comme Basile de ma part? Quelle nécessité qu'il y a un Basile? Elle a toujours raison. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains que vous n'ayez tout dit. Dame, oui, je lui dis tout. Or, ce qu'il faut lui faire. Ah, charmante! Et tu me le promets? Si tu me manquais à ta parole, entendons-nous? Mon cœur, point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Ah, point de mariage? Point de droit du Seigneur, monseigneur. Mais où prend-elle ce qu'elle dit? D'honneur, j'en raffolerai. Mais ta maîtresse attend le flacon. Ne serais-je pas venue vous parler sans un prétexte? Délicieuse créature. Voilà du monde. Elle est à moi! Eh bien, amour, es-tu content? Elle a converti son docteur, cette fine langue dorée de ma mère. Malgré sa répugnance, il l'épouse et ton bourreau est donc ébridé. Il n'y a que Monseigneur qui rage, car enfin notre hymen va devenir le prix du leurre. Dis donc un peu de ce beau résultat. As-tu rien vu de plus étrange? Ou plutôt de si gai? Nous ne voulons qu'une dot arrachée en excellence. En voilà deux dans nos mains qui ne sortent pas des siennes. Une rivale acharnée te poursuivait. J'étais tourmenté par une furie. Tout cela s'est changé pour nous, dans la plus bonne des mers. Hier, j'étais comme ça le monde. Et voilà que j'ai tous mes parents. Pas si magnifiques, il est vrai que je me les ai égalonnés, mais assez bien pour nous qui n'avons pas la vanité des riches. Mais aucune des choses que tu avais disposées et que nous attendions, mon ami, n'est donc pourtant arrivée. Le hasard a mieux fait que nous tous, ma petite. Ainsi va le monde. On travaille, on projette, on arrange d'un côté, la fortune s'accomplit de l'autre. Et depuis là, femme et conquérant, qui voudra avaler la terre, jusqu'au paisible aveugle qui se laisse mener par son chien. Tous sont le jeu de ses caprices. Encore l'aveugle chien est-il souvent mieux conduit et moins trompé dans ses vues que l'autre aveugle avec son entourage? C'est le seul qui m'intéresse. Permets-moi donc que, prenant un peu de la folie, je sois le bon chien qui le mène à ta jolie mignonne porte, et nous voilà logés pour la vie. L'amour et toi? Moi et l'amour. Est-ce que vous cherchez d'autres gîtes? Si tu m'y prends, je veux bien que 1000 millions de... Tu exagères. Dis ta bonne vérité. La vérité la plus vraie. Fis donc, vilain. En a-t-on plusieurs? Oh que oui. Depuis qu'on a découvert qu'avec le temps, vieille folie devienne sagesse, et quand un petit mensonge produit de grosses vérités, on en a de 1000 espèces. Et celles qu'on sait, sans oser les divulguer, car toute vérité n'est pas bonne à dire. Et celles qu'on vante, sans y ajouter foi, car toute vérité n'est pas bonne à croire. Les serments passionnés, les menaces des mères, les protestations des buveurs, cela ne finit pas. Il n'y a que mon amour pour Suzanne qui soit une vérité devant la loi. Jean-Pierre nous a beaucoup parlé de la joie et de la gaieté de Suzanne. C'était mon fer de lance. J'aimais cette Suzanne totalement emprise d'amour pour son Figaro et voir la gaieté de ce couple. J'aime ta joie, parce qu'elle est folle et qu'elle annonce que tu es heureux. Parlons du rendez-vous du comte. Ou plutôt, n'en parlons jamais. Il a fallu me goûter ma Suzanne. Tu n'as pas donné lieu? Si vous m'aimez, Suzanne, votre parole d'honneur sur ce point, qu'il s'y morfonde et c'est sa punition. Il m'a foutu à la voir que j'en mourir du monde. Ta bonne vérité? Plus question. Ta bonne vérité? Moi, je ne suis pas comme vous, votre savant. J'en ai qu'une! Et tu m'aimeras un peu? Beaucoup? Ce n'est guère. Et comment? En fait, d'amour, vois-tu, trop n'est même pas assez. Tu n'entends pas toute cette finesse, moi je n'aime que mon mari. Tiens parole et tu feras belle exception à l'usage. Alors moi, du coup, le souvenir le plus marquant que j'ai au théâtre, c'est la première pièce qu'on a été voir, qui est Les Trois Mousquetaires, qui était un spectacle itinérant. Donc moi, le souvenir qui me revient directement quand je pense à ça, c'est quand nous, le public, étions donc inclus dans la scène. Nous étions tous des soldats qui étaient dirigés par les comédiens, du coup, qui jouaient les hauts gradés. Voilà.
Le premier spectacle qui m'a marqué, je pense que c'est Nostalgia Express. C'est le premier spectacle que j'ai vu en étant en option théâtre en seconde, et c'est un spectacle qui m'a beaucoup marqué de par son mélange à la fois de concert, de théâtre et en même temps de... Enfin voilà, même au niveau de la technique, on sentait un côté très théâtre et en même temps très concert. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Alors, si je devais parler d'un souvenir en théâtre, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi j'ai eu envie de faire du théâtre. Parce que finalement, même si j'avais commencé avec l'objectif d'être plus à l'aise à l'oral, être moins timide, c'est littéralement devenu ma passion. Et ça a commencé lors d'un spectacle qu'on a été voir avec la classe. Le comédien m'a tellement transmis d'émotions, tellement inspiré, que je me suis dit, je veux faire comme lui, en fait, je veux être sur scène, à la même place que lui, transmettre des émotions comme il est en train de faire. Je veux avoir ce pouvoir sur le cœur des gens, comme il a eu ce pouvoir. Et c'est littéralement ce qui me permet d'être là pour en parler, parce que c'est ce qui m'a donné envie de continuer, c'est ce qui me donne envie de continuer encore maintenant. Je jouais Nina dans La Mouette. La veille de la première, je me suis blessée gravement. Patrice Chéreau était dans la salle. Et c'est quand il m'a vue, dans ma chambre d'hôtel, effondrée, blessée, cassée, que l'idée lui est venue. J'avais une béquille, et d'entrée de jeu, il m'a dit: je suis content qu'on se voit, parce que je voudrais que tu joues Phèdre. Phèdre en 2 minutes. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un personnage pas commun, elle a une descendance mythologique. La fille de Minos et de Pasiphae. La sœur du Minotaure et la cousine de Médée. Phèdre est mariée à Thésée. Oui, mais Thésée, parti depuis bien longtemps, est considéré comme mort et a laissé à Trézène son fils Hippolyte de sa premier mariage avec une Amazone. Et c'est là que ça se gâte. Phèdre, à l'issue de son mariage, débarque à Trézène. Elle rencontre Hippolyte, et là, je le vis, je rougis, je faillis à sa vue. Phèdre tombe amoureuse de son beau-fils. Techniquement, c'est un peu limite, mais le problème, c'est qu'elle en est mordue, au point de se laisser tomber amoureuse d'elle, lui. Elle en parle à Hénin, sa confidente, qui tente de relativiser. Après tout, Hippolyte n'est pas son fils, et puisque Thésée est supposé mort. Alors elle tente le tout pour le tout et déclare sa flamme à Hippolyte, qui n'est visiblement pas préparé à ça. Hippolyte est amoureux, certes, mais pas de fait. Et il vient d'apprendre que son père est vivant. Le roi qu'on a cru mort va apparaître à vos yeux. Thésée est arrivé, Thésée est en ces lieux. Drôle d'ambiance au palais au Eunon s'arrange pour accuser Hippolyte de ce crime incestueux. Condamné par Thésée, Hippolyte part mourir en guerre. Rongée par la culpabilité, Eunon se suicide. Quant à Phèdre, elle avale un poison. Un poison que Médée apporta dans Athènes. Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute. Je le veux, lève-toi. Parlez, je vous écoute. Ciel, que vais-je lui dire? Et par où commencer? Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. Ô haine Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère. Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir. Ariel, ma sœur, de quels amours blessés vous mourûtes au bord où vous fûtes laissés. Que faites-vous, madame? Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui? Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, j'ai péri la dernière et la plus misérable. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Je dois ouïr le comble des horreurs. J'aime ce nom fatal. Je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone,
ce prince par si longtemps moi-même opprimé. Hippolyte, grand Dieu, c'est toi-même qui l'as nommé. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Oh crime, oh désespoir, oh redoutable race, voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il t'approcher de tes bords dangereux? À l'Antiquité, au XVIIe ou en 2013, au fond, une femme qui proclamait son amour, le désirait, c'était toujours aussi dérangé. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sur les lois de l'hymen je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis mon corps étrandir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Par mes vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourées, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. Dans l'incurable amour remède impuissant, en vain sur les autels ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et le voyais sans cesse. Même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère. Mes yeux les retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Eunone. Depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon épouse, je cachais mes ennuis. De son fatal hymen, je cultivais les fruits. Vaine précaution cruelle destinée, de mon époux lui-même à Trézène à mener. Je revis l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive, aussitôt a saigné. Je n'ai plus des ardeurs dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Je conçus pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant préserver ma gloire. Et un jour dérober une flamme si noire. Je n'ai pu souvenir tes pleurs, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repentis pas. Pourvu que dans ma mort, respectant les approches, je ne m'inflige plus par d'injustes reproches. Que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'égaler. Patrice voulait que je joue pieds nus, mais je ne le voulais pas, parce que je déteste mes pieds. J'oublie en le voyant ce que je lui allais dire. On dit qu'un courte départ vous éloigne de nous. Seigneur, à vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père, et le jour n'est pas loin, qui de ma mort encore doit le rendre vivant. Déjà, 1000 ennemis attaquent son enfance, et vous seul pouvez conclure embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes lits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui, votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai pas des sentiments si bas. Quand vous me haïrez, je ne m'en plaindrai pas. Seigneur, vous m'avez vu attaché à vous nuire, mais dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, j'ai pris soin de m'offrir, au port que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclaré, j'ai voulu par des mères en être séparée. J'ai même défendu une expresse loi qu'on nous a prononcé votre nom devant moi. Si pourtant, à l'offense on mesure la peine, si la haine seule attire votre haine, alors jamais femme ne fut digne de pitié, et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Les
les droits de ses enfants, une mère jalouse pardonne rarement au fils d'une autre épouse. Madame, je le sais, les soupçons importuns sont dans ce sentiment les fruits les plus communs. Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages, j'en aurais peut-être suivi les ouvrages. Que le ciel, justice attestée de cette loi commune, a bien voulu l'accepter. Car soin bien différent me trouble et me dévore. Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour. Le ciel peut, à nos pleurs, accorder son retour. Neptune le protège, et ce dieu tutélaire ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point de Paul au rivage des morts, et puisque Thésée a déjà vu les sombres bords, vous espérez en vain qu'un dieu vous le renvoie, mais l'avare Achéron ne lâche point sa proie. Que dis-je? Il n'est point mort, puisqu'il respire en vous. Toujours en le voyant, je crois voir mon époux. Je le vois, je parle, mon cœur. Je me gare, va falloir voir malgré moi ce déclin. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrassée. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, et fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel que l'on dépend nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque de notre crête, il traversa les flots, digne sujet des vœux, des filles de Minos. Pourquoi, sans Hippolyte, les héros de la Grèce rassembla-t-il? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous entrer dans le vaisseau qui l'a mis sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Et pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal lui armait votre nom. Mais non, dans ce dessin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous enseignez de les vécus. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante, infime et point rassurer votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous j'aurais voulu marcher. Et Phèdre avec vous, au labyrinthe descendu, se serait retrouvé perdu. Dieu, qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire? Seigneur, aurais-je perdu tout le soin de ma gloire? Madame, pardonnez. J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus supporter votre vue et je vais. Vain amour étouffer la pensée. Madame, rappelez-vous votre vertu passée. Le roi qu'on a cru mort va paraître à vos yeux. Thésée est arrivé. Thésée est en ces lieux. Le peuple, pour le voir, court et se précipite. Je sortais par votre ordre et cherchais Hippolyte lorsque jusqu'au ciel 1000 cris de lancer. Mon époux est vivant, Eunon. C'est assez. J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage. Il vit. Je ne veux pas en savoir davantage. Quoi? Je te l'ai prédit, mais tu n'as pas voulu. Sur mes gistes remords, tes pleurs ont prévalu. Je mourrai ce matin digne d'être pleuré. J'ai suivi tes conseils. Je meurs déshonorée. Vous mourrez? Juste ciel! Qu'ai-je fait aujourd'hui? Mon époux va paraître et son fils avec lui. Je verrai alors le témoin de ma flamme adultère. Observer de quel front j'ose aborder son père. Le cœur gros de soupirs qu'il n'a point écouté. L'œil humide de pleurs par l'ingrat rebuté. Penses-tu que, sensible à l'honneur de Thésée, il lui cache l'ardeur dont je suis embrasée? Laissera-t-il trahir et son père et son roi? Pourra-t-il contenir l'horreur qu'il a pour moi? Il se tairait en vain de ces mes perfidies, Eunon, et ne suis point de ces femmes hardies, qui goûtant dans le crime d'une tranquillité, ont su se faire un front qui ne rougit jamais. Je connais mes fureurs, je les rappelle toutes.
Et je crains qu'opprimés de ce poids odieux, l'un ni l'autre jamais n'ose lever les yeux. Il n'en faut point douter, je les plains l'un et l'autre. Jamais crainte ne fut plus juste que la vôtre. Mais à de tels affronts, pourquoi les exposer? Pourquoi contre vous-même allez-vous déposer? Vérité. On dira que fait, trop coupable de son époux trahi, fut l'aspect redoutable. Hippolyte est heureux qu'au dépens de vos jours, vous-même, en expirant, appuyez ses discours. À votre accusateur, que pourrais-je répondre? Je serai devant lui trop facile à confondre. Plutôt du ciel, la flamme me dévore. Mais ne me trompez point. Vous est-il cher encore? De quel œil voyez-vous ce prince audacieux? Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux. Vous le craignez? Osez l'accuser la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. Qui vous démentira? Tout parle contre lui. Son épée en vos mains heureusement laissée. Votre trouble présent, votre douleur passée. Son père par vos cris dès longtemps prévenu, et son exil déjà par vous-même obtenu. Moi, que j'ose opprimer et noircir l'innocence? Mon zèle n'a besoin que de votre silence. Tremblante comme vous, j'en sens quelques remords. Vous me verriez plus prompte à affronter mille morts. Mais puisque je vous perds sans ce triste remède, votre vie est pour moi d'un prix à qui tout cède. Je parlerai. Thésée, écrit par mes ailes, qui bornera sa vengeance à l'exil de son fils. Un père, en punissant madame, est toujours père. Un supplice léger suffit à sa colère. Mais le sang innocent dut-il être versé? Que ne demande point votre honneur menacé? On vient. Je vois Thésée. Je vois Hippolyte. Dans ses yeux insolents, je vois ma perte écrite. Fais ce que tu voudras, je m'en remets à toi. Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi. J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà, jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel est l'époux que ma présence outrage, et la mort à mes yeux, dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté.
Valérian le grand Nini qui est le vrai. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter votre première fois au théâtre? Oui, il n'y a pas de souci. Alors moi, ma première fois au théâtre, c'était quand j'avais 9 ans et ma petite sœur 6 ans. On jouait ensemble dans la chambre de notre mère et on a décidé de jouer une scène de théâtre qui provenait de la pièce Le Petit Malade de Georges Courteline. On a pris le téléphone de notre mère pour se filmer, on s'est déguisé et on a décidé d'arrêter les vidéos une fois qu'une prise nous semblait parfaite. Après cela, on a réalisé que la qualité du téléphone n'était pas du tout, mais pas du tout présente, mais qu'en revanche, la qualité de notre jeu l'était. C'est vraiment un souvenir qui reste ancré dans ma mémoire et encore aujourd'hui, avec ma petite sœur, on réalise ensemble des vidéos super drôles, comme quoi on change pas une équipe qui gagne. Je me souviens de la restitution de Richard III qu'on a fait en décembre. J'étais en duo avec Ludovic, on jouait Richard et Anne. Et en fait, j'avais paniqué toute la journée parce que j'avais peur d'oublier quelque chose et d'échouer. Et en fait, les fois précédentes, j'avais bien joué, mais la dernière fois, je devais gifler Ludo. Et sans faire exprès, ses lunettes elles se sont mises à voler. Et juste après, j'ai failli tomber. Donc c'était pas une scène très drôle de base, mais ça a fait rire le public. Et au final, c'était un échec, mais qui a plutôt fonctionné. La première fois que je suis montée sur scène, j'étais en 5e. Je n'avais aucune base, et pourtant on m'a laissé être le personnage principal d'une pièce que nous avons nous-mêmes écrite. Je me souviens pas précisément de la pièce, je me souviens juste de quelques éléments comme une gare, un personnage assez spécial, un bus, une chorégraphie. Un moment que nous ne pouvons pas oublier aussi, ce sont les applaudissements. Les applaudissements qui nous font prendre confiance en nous et qui nous montrent que notre travail a plu. Un jour, j'apprends qu'Arnaud Desplechin pense à moi pour un spectacle. Alors, le ciel s'ouvre. Je suis extrêmement maladroite, intimidée. J'ai toujours rêvé de travailler avec lui. Il me raconte la pièce. C'est Angels in America, l'émergence du sida dans les années 80 à New York. Je vais jouer 3 rôles de femmes et 3 rôles d'hommes. À l'époque, c'est extrêmement audacieux, insolent, risqué, passionnant. Bonjour à tous, bonjour. Excusez-moi pour le retard, en ce moment c'est la course, j'arrive à rien. Enfin bref, est-ce que quelqu'un se souvient de ce sur quoi on a travaillé la semaine dernière? Personne? Super, je vois que vous m'écoutez beaucoup dans cette classe. Bon, la semaine dernière, on avait commencé une nouvelle pièce qui s'appelle Angels in America, qui est une pièce de Tony Kushner, qui raconte la découverte du sida aux États-Unis dans les années 80. Alors, si je me souviens bien, j'avais donné des rôles à certains d'entre vous, j'ai dû le noter quelque part, si j'arrive à me relire. Là. Ludovic, Anthony et Nora Colline. C'est ça, Ludovic, Anthony. Je déteste quand vous mettez au fond comme ça, elle descend. C'est un truc de fou. Ludovic, Anthony et Nora Colline. Allez, là on n'a pas de couleur. Super, bah mettez-vous là, comme ça tout le monde vous voit. Et on se vous. Bah tiens, t'es le dernier arrivé, je vais commencer par toi. Anthony, c'était qui ton personnage dans la scène? Moi je jouais le rabbin. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai pris. Ok, bon. Ludovic, ton personnage, pour expliquer au reste de la classe un peu. C'était Anna Pitt, mais excusez-moi, j'en appelle. Maman? Allô? Maman? Et Nora, t'avais un personnage, c'était... Un général de l'armée russe qui fait un discours politique. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai un discours. C'est pas possible dans cette classe, j'en peux plus. Ah, ok. Colline, tu t'avais donné un personnage aussi, je crois. Le médecin? Ah, ouais, je comprends mieux. Ah. Et nous? Ah ouais, il y a vous aussi. Bah, les pilotes, hein. C'est la fin, c'est cool. On a les personnes. C'est la fin, et puis, tout le monde s'éparpille. On peut plus revenir ici, de toute façon, et j'ai pas le temps, j'ai une autre classe partout. Allez, tout le monde. Pour conclure, Angels in America, en quelques mots, c'est... La religion. Le sida. Des relations familiales. La politique. Des anges. L'histoire de la vie. Allez,
All my nights felt like days, so much light in every way, just blink an eye. I used to be someone happy. You used to see that I'm friendly. Bonjour, je vous salue bien. Je suis Rabbi Isidore Shemelwitz de la maison de retraite des vieux Israélites. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Sarah Aronson, épouse dévouée de Benjamin Aronson, précédemment décédé, mère aimante de Maurice, Abraham et Samuel, ses fils, et de ses filles, Esther et Rachel. Grand-mère bien-aimée de Max, Marc, Louis, Lisa, Maria, Angela, Luc et Eric. Eric. Pas très vif, hein. Une belle grande famille. Nous sommes réunis ici ce matin pour pleurer cette femme de bien. Cette femme, je ne connaissais pas personnellement cette femme. Je ne saurais pas vous décrire ni ses qualités, ni sa personnalité. Elle était à la maison de retraite des vieux Israélites. Il y a beaucoup de femmes comme elle. Et je tâche de parler à chacune d'entre elles. Mais pour être franc, je ne lui ai jamais parlé. Elle préférait le silence. Ce qui fait que je ne la connaissais pas et que pourtant je la connaissais quand même, c'est que nous sommes de la même génération, elle et moi. Et nous nous ressemblons tous. En elle, il y avait bien plus qu'une femme. Il y avait tout un groupe de personnes, celles et ceux qui ont traversé l'océan et qui ont emporté avec eux les villages de Russie et de Lituanie. Elle nous rappelait sans cesse à quel point nous avons dû lutter et nous battre pour pouvoir vivre ici, pour avoir une vie juive, pour que vous n'ayez pas à grandir ici, dans ce creuset, et rien ne se mélange. Ce n'est pas en Amérique que vous avez grandi, non. Ce n'est pas en Amérique que vous vivez. L'Amérique, ça n'existe pas. Vous êtes fait de la terre d'un steppe Livak et vous respirez l'air des steppes parce qu'elle a emporté avec elle le vieux monde en traversant l'océan et qu'elle l'a emporté avec elle jusque Grand Concours Avenue ou Flatbush. Et elle a inculqué au plus profond de vous-même cette ancienne, très ancienne culture de chez nous. À charge pour vous maintenant de la transmettre à vos enfants. Vous n'aurez plus jamais à refaire le voyage qu'elle a fait, car d'aussi grands voyages n'existent pas dans ce monde. Mais chaque jour de votre vie
vous parcourez la distance qu'elle a faite. Ce voyage, il est en vous. Vous m'entendez? Bien. Elle était le dernier des Mohicans. Bientôt, tous les vieux seront morts. Ce sont des changements rapides. Pour la première fois de ma vie, je vais avoir ma propre loge sur scène. Une loge rien qu'avant. Ce que les techniciens appellent le guide. Pas besoin de rideau, puisque personne ne regarde. J'ai une habilleuse et une maquilleuse qui sont avec moi durant les 2 heures de spectacle. À chaque fois qu'un changement de costume est évoqué, on chronomètre le changement pour vérifier que cela passe dans les temps. J'accorde une importance particulière au physique, donc ce sera ça le primeur. Pour les cheveux et le costume, on travaille très rapidement à partir des photos de mon petit frère. Et pour le jeu, eh ben, j'ai fait quelques recherches pour les médecins. Personne n'en connaît l'origine. Et personne ne sait le soigner. La théorie la plus sérieuse parle d'un rétrovirus, le VIH. Sa présence se signale par la production d'anticorps inopérants en réaction à son introduction dans le sang par une coupure ou par un orifice. Ces anticorps sont impuissants à guérir l'organisme contre ce virus. Pourquoi? On ne le sait pas. Le système de défense immunitaire cesse de fonctionner. Le corps devient alors un lieu d'une multitude d'infections microbiennes, le sarcome de Kaposi. Ou des lésions. Ou un problème de gorge. Ou des ganglions. On pense aussi qu'il y aurait une pénétration possible dans le cerveau au-delà de la barrière méningée. Ce qui est bien entendu très mauvais. Ton histoire est passionnante, monsieur le sorcier. Et putain, pourquoi je me raconte ça? Eh bien, je viens de faire un prélèvement sur une des 3 lésions, dont l'analyse dira très certainement qu'il s'agit d'un sarcome de Kaposi. Autre signe, tu as les ganglions de laine sur les aisselles très gonflés. Tu as aussi une candidose dans la bouche et encore plus nettement, tu as 2 ongles remplis de mycoses. Donc je te parle de cette maladie, ce syndrome. Qui touche surtout les homosexuels et les drogués. Surtout, oui. Les hémophiles également. Les homosexuels et les drogués. Alors en quoi... Qu'est-ce que tu vas me supposer? Roy, je ne drogue pas. Écoute, Roy. Quoi, écoute, Roy? Tu me soupçonnes de drogué? Henri, t'as trouvé des traces de cure? C'est idiot. Dis-le. Dire quoi? Dis-le. Dire quoi? Roy Cohn, tu es un... Roy. Dis Roy Cohn, tu es un... Pas Roy Cohn, tu es un drogué. Roy Marcus Cohn, tu es un... Allez, Henri, ça commence par un H. Écoute, je ne fais pas... Avec un H, Henri, ce n'est pas hémophile. Allez! Pourquoi tout ça, Roy? Dis Roy Cohn, tu es un homosexuel. Et je ferai tout ensuite, Henri, pour briser ta carrière, pour détruire ta réputation et pour t'empêcher d'exercer dans tout l'État de New York. Et tu le sais que j'en suis capable. Écoute, Roy, tu viens me voir depuis 1958. À part les liftings, je t'ai soigné pour tout. Pour la syphilis... Ça fait du putain d'as. Pour la syphilis et les abcès vénériens. Dans le rectum, ça provenait peut-être d'une prostituée à Dallas,
Mais ce n'était pas une prostituée femelle. Alors dis-le. Roy, tu as des relations sexuelles avec des hommes très souvent, Roy. Et un ou plusieurs d'entre eux t'ont transmis cette maladie. Tu as le sida. Le sida. Tu vois, Henri, le problème que tu as, c'est que tu t'attaches trop aux mots, aux étiquettes. Sida, gay, lesbienne, je crois que ces mots indiquent automatiquement avec qui les gens couchent, mais ils ne disent pas ça. Non. Non. Comme chaque chose, ça dit une seule mot. La place et la fonction de chacun dans la chaîne alimentaire, dans le jeu de qui peut piquer la bouffe à l'autre. Ce n'est pas une question d'idéologie ou de préférence sexuelle, mais plus simplement de pouvoir, de poids qu'on a dans la société. La question n'est pas qui je baise ou qui me baise, mais qui j'appelle au téléphone et qui me donne ses faveurs. Voilà ce que dit une étiquette. Je suis un homosexuel pour la seule raison que je couche avec des hommes. Et c'est une erreur totale. Les homosexuels ne sont pas des hommes qui couchent avec d'autres hommes. Les homosexuels sont des hommes qui, en 15 ans, procédure contre la municipalité, n'ont jamais réussi à obtenir la suppression des lois discriminatoires. Les homosexuels sont des hommes qui ne connaissent personne, et que personne ne connaît, qui n'ont aucun pouvoir, zéro. Je crois que je peux être ça, hein. Non. Non. Du pouvoir, j'en ai beaucoup. Je peux décrocher ce téléphone, faire une quinzaine de numéros, et tu sais qui répondra dans même pas 5 minutes, Henri. Le président? Mieux que ça, Henri, sa femme. Wouh! Tu m'impressionneras toujours? Je ne cherche pas à t'impressionner, je veux que tu comprennes. C'est pas dans le sophisme, c'est pas de l'hypocrisie, c'est la réalité. Je fais l'amour avec des hommes. Mais ce qui est vrai pour n'importe qui n'est pas pour moi. Moi, ce qui me distingue des autres, c'est que l'homme que je baise, je l'emmène à la Maison Blanche. Et le président Reagan me fait un beau sourire et me serre la main. Parce que ce que je suis est entièrement contenu par qui je suis. Roy Cohn n'est pas un homosexuel, Henri. Roy Cohn est un hétérosexuel qui s'éclate avec des mecs. Très bien, Roy. Quel est ton diagnostic, Henri? Tu as le sida. Non, je n'ai pas le sida, Henri. Le sida est réservé aux homosexuels. J'ai un cancer du foie. Peu importe ce que tu as, Roy, mais c'est très grave. Et je n'ai pas le moindre truc à te donner pour te soigner. On expérimente un nouveau médicament à l'hôpital de Bethesda, mais il y a une liste d'attente d'au moins 2 ans, et je peux même pas t'y inscrire puisque... Écoute, Roy, prends ton téléphone, hein, tu fais tes 15 numéros, et tu demandes à la première dame des États-Unis de te faire inscrire pour expérimenter ce nouveau médicament contre le cancer du foie. Mais Roy, appelle ça comme tu voudras, ça ne changera rien. C'est une très mauvaise nouvelle. Tu es dans la rue? Tu m'appelles d'une cabine? Il est au moins 4 heures du matin. Que se passe-t-il? Rien. C'est Harper? Joe? Oui, je suis là. Nous, Harper va bien. Enfin... nous, elle ne va pas bien. Et toi, maman, ça va? Que se passe-t-il? Rien. Je voulais simplement te parler. J'ai quelque chose de pas facile à te dire. Joe, j'espère que tu n'as pas bu. Si, maman, j'ai bu. Ce n'est pas ton genre. Non. Enfin, je ne sais pas. Mais que peux-tu bien faire dans la rue à 4 heures du matin, dans cette ville de fous? C'est dangereux. En réalité, maman, je ne suis pas dans la rue. Je suis près du hangar à bateau dans le parc. Quel parc? Central Park. Central Park?
Seigneur Dieu, mais que peux-tu bien faire à Central Park à cette heure de la nuit? Joe, j'estime que tu dois rentrer chez toi immédiatement. Rappelle-moi en arrivant. Je viens ici pour regarder, maman. Regarder quoi? Que peut-il y avoir à regarder à 4 heures du matin? Maman, est-ce que papa m'a aimé? Allez, rentre. Et rappelle-moi quand tu es chez toi. Réponds-moi. Ce sont des pleurnicheries d'ivrogne. Je n'aime pas cette conversation. Oui, vous, tu aimerais encore moi la cible. Joe? Maman? Je suis homosexuel. Je suis homosexuel. Allô, maman? Je t'en prie, dis quelque chose. Tu es assez grand pour comprendre que ton père ne t'aimait pas, sans avoir à te conduire de façon ridicule. Quoi? Rentre chez toi maintenant. Ta femme t'attend. Je dois me recoucher. Ce coup de fil, oublions que tu m'as appelé. Maman? Tu as assez parlé. Boire est un péché. Ça ne va pas avec l'éducation que je t'ai donnée. Inscrire et réinventer le féminin, le masculin et le yel, justement pour découvrir son propre soi-même, sa vraie identité et sa vraie place dans le monde. Voilà tout un programme. Maman? Joe? Oui. Tu es dans la rue? Tu m'appelles d'une cabine? Il est au moins 4 heures du matin. Que se passe-t-il? Rien. C'est Harper? Joe? Joe? Oui, je suis là. Non, Harper va bien. Enfin, non, elle ne va pas bien. Et toi, maman, ça va? Que se passe-t-il? Rien. Je voulais simplement te parler. J'ai quelque chose de pas facile à te dire. Joe, j'espère que tu n'as pas bu. Si, maman, j'ai bu. Ce n'est pas ton genre. Non. Enfin, je ne sais pas. Que fais-tu dans la rue à 4 heures du matin, dans cette ville de fous? C'est dangereux. En réalité, maman, je ne suis pas dans la rue. Je suis près du hangar à bateau dans le parc. Quel parc? Central Park. Central Park, Seigneur Dieu, mais que peux-tu bien faire à Central Park à 7 heures de la nuit? Joe, j'estime que tu dois rentrer chez toi immédiatement. Rappelle-moi en arrivant. Joe? Je viens ici pour regarder, maman. Regardez quoi? Que peut-il y avoir à regarder à 4 heures du matin? Maman? Est-ce que papa m'a aimé? Allez, rentre. Et rappelle-moi quand tu arrives chez toi. Réponds-moi. Ce sont des pleurnicheries d'ivrogne. Je n'aime pas cette conversation. Oui. Bon, tu aimeras encore moins la suite. Joe? Maman? Je suis homosexuel. Je suis homosexuel. Allô? Je t'en prie, maman, dis quelque chose. Tu es assez grand pour comprendre que ton père ne t'aimait pas, sans avoir besoin de te conduire de façon ridicule. Quoi? Allez, rentre. Ta femme t'attend. Je dois me recoucher. Ce coup de fil, oublions que tu m'as appelé. Maman! Tu as assez parlé. Boire est un péché. Ça ne va pas avec l'éducation que je t'ai donnée. La question de l'identité et la question du genre. Angels in America est idéal pour s'y confronter. Offrir aux comédiennes des rôles d'hommes inenvisageables auparavant. Rabbin, médecin, général de l'armée russe, et leur permettre de se plonger dans cette pièce monstre aussi foisonnante et inventive qu'une pièce de Shakespeare. La grande question à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Sommes-nous damnés? La grande question
à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Resterons-nous prisonniers du passé? La grande question à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Aurons-nous la capacité de changer? Parce que ce changement, nous le désirons tous de tout notre cœur. Et la doctrine? Qu'allons-nous faire sans doctrine? Que nous proposez-vous à présent et à la place, vous, les enfants héritiers de cette théorie? Des OPA? Des cheeseburgers? Un pâle dérivé boucarinien de capitalisme fade et élimé? Oui, il nous faut changer, il le faut. Mais montrez-moi d'abord votre nouvelle théorie pour que je monte sur les barricades. Montrez-moi les paroles d'où naîtra le monde nouveau. Ou bien qu'on se taise tous à jamais. Mes petits serpents, dites-moi, avez-vous une peau de rechange? Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas bouger. N'essayons pas, n'y pensons pas. Please put on the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. Some stuff you got to understand. For every step in any walk, any turn, any Quel grand sourire nous avons! Qu'est-ce qui vous vaut ce grand sourire, Roy? Je suis sur le départ, Ethel. J'en ai enfin fini avec ce monde. Tous mes ennemis sur le rivage opposé, bouches grandes ouvertes comme des carpes, regarderont le Tout-Puissant séparer en deux les eaux de la mer morte, permettre à son petit Roy chéri de rejoindre l'autre rive du Jourdain. À pied sec et toujours membre du barreau. Je voulais être la première à vous l'apprendre. Le jury a prononcé le jugement concernant. Non, ils sont réunis depuis 2 jours à peine. Votre radiation a été demandée. Le bureau exécutif doit encore statuer. Ça prendra encore 1 semaine et d'ici là... C'est fait. Le bureau exécutif a statué. En quelques minutes, ils ont confirmé la sentence du conseil. Je suis... L'un des membres du bureau a même dit à son voisin: enfin, voilà 36 ans que j'attendais de virer ce PD. Je suis... Ils ont gagné, Roy. Vous n'êtes plus avocat. Est-ce que je suis déjà mort? Non, mais vous êtes perdu. Je suis venue décider si je pouvais vous pardonner. Je vous ai tellement haï. J'ai fait grandir ma haine jusqu'au plus haut du ciel. Et j'en ai fait une toute petite étoile qui brille comme une pointe d'aiguille au fond du firmament. C'est l'étoile de la haine d'Ethel Rosenberg. Elle ne brille qu'une fois par an, le 19 juin, d'une lumière bleue électrique. Vous avez pu me tuer, Roy, mais vous n'avez jamais pu me vaincre. Vous n'avez jamais gagné contre moi. Et quand vous serez mort, de vous on dira: il aurait mieux valu qu'il ne naisse jamais. Maman, maman, c'est Ethel, Roy. Ma mère. Je ne me sens pas bien. À qui parlez-vous? Content de te voir, maman, depuis toutes ces années. Je ne me sens pas bien. Chante-moi quelque chose. Je ne suis pas votre mère. Il gèle ici. Il est très tard. Je devrais déjà être dans mon lit. Ne sois pas en colère. Chante-moi quelque chose, je te prie. Non, Roy, je ne veux pas. Je ne suis pas votre... Je t'en supplie. Cet endroit me fait peur. Oh Dieu, Dieu. Je regrette tellement. Menschen,
Non, je ne suis pas. Je t'ai eu, Ethel. J'ai parfaitement su tout du long que c'était toi. Et dire que tu as marché à cette grosse ficelle de malheur. Je voulais simplement voir si j'étais capable de faire chanter une comptine à Ethel Wallenberg. J'ai gagné. Merde. Putain de merde. Si un jour je reviens dans le coin, je veux revenir sous la forme d'une pieuvre. Pas d'un homme. Janvier 1990. On vient de détruire le mur de Berlin. Les Ceausescu sont rayés de la carte. L'édification d'un socialisme démocratique est en cours. Gorbatchev est le plus grand penseur politique depuis Lénine. Tu le canonises un peu vite, c'est un type qui a des couilles et les Russes n'aiment pas ça. Peut-être, mais souviens-toi, il y a 4 ans, tout était bloqué partout comme en Russie. Et regarde, perestroïka, le monde entier est en train de changer. Et en une nuit, nous sommes à mon endroit préféré à New York, et même du monde entier. Un jour comme celui-là, ensoleillé, chaud et froid en même temps, avec une légère brume permettant de distinguer les rayons du soleil. Nous sommes en janvier 1990. Cela fait 5 ans que je vis avec le sida. On dira ce qu'on voudra. Le plus admirable chez Gorbatchev et chez les Russes, c'est qu'ils font là un gros saut dans le vide. On n'a pas à attendre une théorie. Le monde évolue plus vite que l'intelligence. Cela s'appelle la politique. Le monde progresse, la politique est le seul domaine où les miracles sont possibles. On ne peut pas vivre sans une conception du monde. Cet ange, c'est mon ange préféré. Aujourd'hui, la fontaine ne marche pas. Il l'arrête pendant l'hiver. Mais l'été, c'est spectaculaire. Je veux être là pour voir ça. J'y compte. Je l'espère. Cette maladie va faire disparaître beaucoup d'entre nous. Tous les morts seront célébrés et continueront à exister auprès des vivants. Nous n'allons pas disparaître. Nous ne mourrons plus dans un secret honteux. Le monde va sans cesse de l'avant. Nous serons des citoyens à part entière. Le temps est venu. Et maintenant, au revoir. Vous êtes formidables. Tous et un par un. Je vous bénis. Et longue vie. Le grand œuvre peut commencer. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Chez les jeunes générations, le concept de genre se répand de plus en plus. Nous en parlons beaucoup, car c'est ce qui bouleverse les jeunes aujourd'hui. La question de l'identité et la question du genre. Encore tout un programme. Et maintenant, il faut que je rentre dans ma maison. Somehow
va falloir trouver du travail, gagner sa vie. C'est un métier de chaos et de lumière. Je dis chance, comme le poète Méchard. Impose sa chance, c'est ton bonheur. Et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. J'ai une gratitude folle pour tous ceux qui m'ont accompagné depuis et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. J'ai pour viatique cette phrase du philosophe Jean-Pierre Vernant, inscrite sur une bande du Comte d'Europe, qui relie Strasbourg à Kiel. Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer ancré de son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. Don't nobody know I'm your guy.